Salut YouTube, bienvenue sur Manga Club. On se retrouve à nouveau pour un bilan lecture. Il semblerait que ça ait pas mal plu, donc j'en suis très contente. On est reparti avec cette fois mon bilan lecture du mois d'octobre. Un bilan cette fois de 81 mangas, un light novel et un roman de lu. Donc je vous présente ça tout de suite. En light novel, vous ne serez pas surpris de savoir que j'ai continué ma lecture des Carnets de l'apothicaire avec cette fois le tome 3 qui franchement opère un grand tournant je trouve dans l'histoire. On change vraiment de cadre on va dire et ça fait du bien, le rythme est super soutenu et oh là là il se passe tellement de dingueries, j'étais comme une ouf pendant toute ma lecture. Voilà, ça m'a pris à peu près un week-end pour tout lire et c'est beaucoup trop bien, s'il vous plaît. Les carnets de l'apothicaire, c'est tellement plus que juste des courtisanes. C'est vraiment super intéressant. Notre protagoniste est vraiment génial et j'ai vraiment adoré tout ce qui s'est passé dans le roman. Mon copain en avait ras-le-bol parce que j'étais à côté, j'arrêtais pas de dire oh là là, les prochaines saisons elles vont être incroyables et tout. Il arrêtait pas de me dire de fermer ma grande bouche parce qu'il supporte pas les spoils. Mais absolument génial. Je vous conseille vivement la lecture des light novels si vous aimez le manga parce que l'histoire devient vraiment folle. Et en petit roman, il s'agit de La Cité des Brumes oubliées, qui est tout simplement un tout petit roman, il fait à peine 150 pages je crois, un truc comme ça, qui a inspiré Miyazaki pour Le Voyage de Chihiro, qui est mon Ghibli préféré, donc voilà, j'avais très envie de le lire. C'est assez enfantin, j'avoue que je m'attendais à une meilleure lecture, je l'ai pas... Je l'aime parce que, effectivement, on retrouve vachement cette ambiance du Voyage de Chihiro qui me plaît toujours, mais c'est vrai que c'est... Bah ouais, je pense que ça pourrait être facilement mis dans les mains de jeunes adolescents. Donc je l'ai lu d'une traite assez rapidement, donc ça va, ça prend pas non plus trop de temps. Mais je pense que si ça avait été plus long, je me serais peut-être un petit peu ennuyée. Ensuite, je vous présente les grands formats avec d'abord une rose seule. Voilà, donc c'est vraiment un format un peu plus BD, comme vous pouvez le voir. Alors, ce que j'ai adoré dans cette lecture, déjà, c'est notre protagoniste qui est du coup une quarantenaire qui reçoit le testament de son père qu'elle n'a jamais connu, qui est japonais. Et en gros, il l'invite à venir au Japon découvrir sa culture et son testament, c'est de visiter plusieurs temples accompagné de l'assistant qu'il avait quand il était encore en vie. Et notre protagoniste, elle change. Je trouve qu'on n'a aucun autre protagoniste comme ça. Alors, dans le monde du manga, c'est vrai que là, ça fait plus BD, donc je pense que c'est aussi pour ça que ça me change et que d'ailleurs, je trouve que ça fait du bien, ça fait une vraie bouffée d'air frais. Pour le coup, notre protagoniste est totalement désabusée par la vie, hein, vraiment, elle est pas heureuse, elle est pas épanouie, elle a un caractère fort, mais pas comme on a l'habitude d'en voir, où c'est plutôt des battantes qui sont en mode c'est pas grave, il m'arrive que des merdes, mais je reste positive. Là, pas du tout. La meuf, elle est au bout de sa vie, elle dit il m'arrive que de merde sur merde depuis que je suis sur cette terre. Euh, qu'est-ce que vous voulez que j'attende encore de la vie à 40 ans. Donc c'est assez intéressant d'avoir le point de vue de son père qui lui ne pensait pas du tout comme ça, était un peu un ovni pour un japonais, j'ai l'impression. Et du coup, c'est très sympa de suivre ce petit voyage qui fait du bien. Je trouve l'ambiance nostalgique est magnifique. De toute manière, la couverture représente bien, je trouve, l'ambiance qu'on retrouve totalement dans l'écrit. Et la fin m'a bien convaincue, hein, c'est un one-shot, hein, du coup c'est fini. Franchement, j'ai adoré ma lecture, hein. Voilà, que vous dire de plus. Et puis, comme vous l'avez pu le voir à l'intérieur, c'est vraiment très joli. Il y a vraiment plein de pages un peu contemplatives, il n'y a pas trop de texte non plus. Voilà, ce style de page où on voit les temples sont vraiment sublimes, il y en a plusieurs et du coup ça fait qu'on s'attarde lors de la lecture, ça fait du bien je trouve. On continue avec un peu le même style, avec La vie d'Otama. Par contre cette fois c'est vraiment un format manga. Même si on voit que le trait est un peu ancien, j'aime beaucoup, j'ai adoré ce one-shot, je l'ai vraiment dévoré. Il est dans la catégorie, dans le catalogue Made in de Kana, qui est vraiment sympa en vrai, je trouve ça permet de découvrir des pattes graphiques un peu différentes, c'est intéressant.
J'ai adoré ce récit déjà par le fait qu'il soit très historique. Voilà, ça raconte l'histoire, c'est un peu la biographie en fait d'une femme japonaise qui a épousé un Italien et qui a vécu quasiment toute sa vie en Italie. Donc on y suit bien sûr les différences culturelles, on suit l'acceptation ou non des autres de cette vie. On suit aussi sa profession parce qu'elle elle est dans le milieu de l'art, son mari aussi, et du coup c'est assez intéressant à suivre. Et on a une double temporalité parce qu'actuellement elle est au Japon à 70 ans et elle rencontre un jeune garçon, c'est une période un peu de guerre, et elle raconte tout son passé, toute sa jeunesse passée en Italie. D'ailleurs pas que sa jeunesse, elle raconte vraiment toute la vie, un peu toutes les étapes qu'elle a eues en Italie. C'est super beau, c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé l'ambiance un peu nostalgie, mélancolie qui peut s'en dégager. Je trouve que le type de dessin colle bien aussi à cette ambiance. Et puis avant tout, c'est une très belle histoire d'amour sincère, je trouve, qui est racontée. Je l'ai trouvé vraiment magnifique, le couple de la jeune japonaise avec l'italien, où il y a beaucoup de gens qui se permettent de juger, et au final quand on voit ce qui se passe entre eux, c'est vraiment trop mignon, trop touchant. Je pense que n'importe qui tend à vivre ce style d'histoire d'amour juste magnifique. En grand format, j'ai également lu Une longue route. L'auteur est assez connue parce qu'elle a fait pas mal de titres différents, et j'avais envie de tenter l'aventure. Malheureusement, je l'ai déjà revendu, c'est pour ça que je ne vous le présenterai pas en physique dans cette vidéo. Alors, pourquoi je l'ai revendu? Parce que tout simplement, malgré que j'ai trouvé l'ambiance très agréable du manga, le problème c'est que tout le reste m'a dérangé. Déjà, j'ai trouvé que le rythme était relativement plat. C'est beaucoup fait en tant que strip, donc c'est-à-dire toujours les mêmes cases, voilà, il n'y a pas beaucoup de changements. Les chapitres sont très très courts, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui est exprimé en fait à travers ce manga, et c'est un peu dommage. Et puis surtout, je n'ai pas du tout aimé nos deux protagonistes, parce qu'on a un protagoniste qui est juste horrible, qui se comporte comme un gros con à longueur de temps, et l'autre qui est totalement molle, sa femme là, elle est un peu simplette, un peu mollassonne, et vraiment je pouvais pas. Enfin, généralement quand il y a deux protagonistes et qu'il y en a un que t'aimes pas, l'autre il sauve le truc. Là, les deux, je pouvais pas me les voir en peinture, donc c'est vrai que c'était assez compliqué. Et puis en plus de ça, il y a vraiment des personnages qui ont ni queue ni tête dans l'histoire. Je comprenais pas en fait. À la fin de ma lecture, j'ai juste l'impression d'avoir perdu 1 heure de mon temps. Donc c'est pour ça que je m'en suis séparée, parce que je savais très bien que je ne le relirais absolument jamais. Après, les autres œuvres de l'auteur m'intéressent quand même, je lui laisserai quand même une chance, parce que là je pense juste que l'histoire est un peu spéciale, parce qu'en gros on suit un couple marié mais pas marié par plaisir, ils sont un peu mariés par obligation. Le mec il aime pas du tout sa femme, il la trompe, il va voir ailleurs, il se fout un peu d'elle, en plus de ça c'est un peu un mec qui fout rien, enfin souvent il est au chômage, c'est jamais de sa faute, et puis il cherche pas tant que ça non plus à retomber sur ses pattes. Et sa femme, elle a conscience de ce qui se passe, ou pas d'ailleurs. En fait, je sais pas trop si elle a conscience de ce qui se passe autour d'elle. Je sais pas, elle a l'air de vivre un peu comme une extraterrestre, un peu dans sa bulle. Donc c'était bizarre. Voilà, c'était juste pas une lecture que je vous recommande de fou. En webtoon, je vous présenterai seulement la nouvelle chape de clan, le tome 2, parce que c'est le seul webtoon que j'ai lu ce mois-ci, que j'adore. Franchement, je pense que ça devient un de mes webtoons favoris, clairement, parce qu'il est absolument génial. Déjà, dès ce tome 2, on commence à un peu plus développer l'histoire. On a des plans qui se mettent en place des deux côtés, parce qu'en gros, on comprend qu'il y a une rivalité entre la reine actuelle et les jeunes princes, on va dire, et la famille de Firentia. Firentia, je crois, c'est ça? Ouais. De Firentia, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui est du coup la famille Lombardi. En tout cas, le dessin est magnifique, regardez-moi ça, franchement, je suis trop contente. Et puis, j'aime bien aussi le fait que ça s'attarde sur la jeunesse des personnages. Parce que voilà, souvent, je trouve dans les trucs où ils sont incarnés jeunes, ça dure même pas un tome, voire que juste quelques chapitres, et on passe tout de suite à la vie d'adulte. Et là, pour une fois, on continue vraiment à la suivre jeune, je pense, pendant un petit moment, et ça, je trouve ça vraiment très très cool. Donc en plus, on commence à approfondir un peu tous les enfants de la famille Lombardi. Ils sont quand même assez nombreux, hein, parce qu'il y a les jumeaux, il y a les deux là qui sont insupportables, ils ont aussi une petite sœur. Enfin, ouais, je crois qu'ils sont 7 ou 8 petits-enfants, un truc comme ça. Et on en apprend plus sur tous un peu dans ce tome.
En plus de ça, il y a les jeunes princes qui sont introduits, donc celui qui est un peu renié, on va dire, mais celui qui est aussi insupportable. Franchement, ça m'a bien fait plaisir de le voir comment il le remettait en place et tout, c'était trop sympa. Et au-delà de ça, on a enfin aussi le père de Firencia qui, jusqu'à présent, passait beaucoup au second plan, qui commence à s'affirmer. C'est vrai que ça fait beaucoup plaisir de le voir justement penser à l'avenir de sa fille et comment faire en sorte qu'elle ait le meilleur des avenirs. C'est super touchant et beau, et franchement, à chaque fois que je me lance dans un tome de la nouvelle chef de clan, je vois pas du tout le temps passer, donc je suis trop contente. Donc vous pouvez considérer que c'est le meilleur webtoon de ce mois-ci, même si techniquement j'en ai lu qu'un. On continue cette fois avec les mangas d'action un peu fantasy, même si en vrai là c'est surtout de l'action en globalité. Tout d'abord avec Libra Zero de Asian District, qui de base je pensais était un one shot, mais au vu du 1 qui est sur le dos et la fin, je pense qu'il y aura une suite, et franchement j'en suis bien contente parce que j'ai vraiment hâte de lire le prochain volume. Alors, pour la petite histoire, on va être sur ce personnage là aux cheveux blancs qui a fait partie un peu d'un clan yakuza, enfin voilà, c'est un peu partie d'un groupe d'assassins, et il va vivre un peu un traumatisme, du coup il va changer d'organisation, et il va se retrouver dans l'organisation Libra, qui est un peu une organisation privée qui essaye d'empêcher des choses un peu atroces de se produire. Et là, en l'occurrence, il y a une nouvelle drogue qui est très dangereuse qui a été mise sur le marché, et ils essayent du coup de démanteler le réseau qui la vend. Et on va se rendre compte que peut-être que son ancienne organisation était liée à ça, etc. C'est très sympa, j'aime beaucoup le dessin qui fait un peu aquarelle. Voilà, au niveau des ombrés, je trouve ça vraiment magnifique. J'ai pas trop l'habitude d'avoir ce style de dessin, du coup j'ai pris énormément de plaisir déjà à ce niveau-là. Et puis au-delà de ça, on a un très très bon rythme tout au long du tome 1, qui est quand même relativement épais, mais pareil, j'ai pas vu ma lecture passer parce que les scènes de combat, je les trouve extrêmement belles, sans frioriture. Voilà, ils perdent pas le temps à blablater, juste ils se concentrent sur les mouvements, et du coup c'est très fluide et très joli. Ce style de page, voilà, où ça parle pas vraiment, on se concentre vraiment sur l'action, et du coup je suis très très satisfaite de ce manga que je n'ai vu passer nulle part. Alors l'histoire, j'avoue, je la trouve très classique en soi, hein, un ancien assassin, etc., un démantelage de drogue, mais classique, mais très efficace, ça fait très bien le taf, j'ai aimé ma lecture. Ensuite, on change un peu de registre avec Make the Exorcist Fall in Love, parce que là on est plus du coup dans un monde... Alors c'est dans le monde réel, mais voilà, on a en gros la guerre entre l'église et les démons, voilà, et Satan, etc., qui s'intensifie pas mal, et pour le coup on est sur la fin d'un arc au tome 5, donc c'est plutôt bien, c'est assez bien rythmé. J'aime énormément en fait la dualité du dessin entre le côté très enfantin et très gore de certaines scènes. Je trouve que ça apporte vraiment un truc en plus en tant qu'identité visuelle de l'œuvre. Mais voilà, là clairement c'est un jeune et pourtant il s'en prend plein la tête. Il y a une petite ambiance un peu gothique, je trouve, qui est assez sympa. Voilà. On est vraiment sur ce style de dessin, je voulais vraiment vous le montrer parce que je sais pas, je trouve l'univers très particulier et j'aime beaucoup. C'est vrai que le tome 5 a mis du temps à sortir, je pense peut-être que c'est parce que ça fonctionne pas des masses chez nous, mais moi en tout cas j'aime bien. Je suis vraiment curieuse en fait de ce que la suite va pouvoir nous donner, et puis en plus on est toujours un peu tiraillé parce que pour la petite histoire, du coup, comme j'ai dit, il y a la guerre entre l'église et Satan, et pour le coup là on a le petit curé qui est censé être un peu la réincarnation de Jésus. On a l'impression un peu dans l'histoire, on sent que c'est un personnage important, qu'il a beaucoup de pouvoir, il a été élevé dans le but de détruire Satan, et là actuellement il est censé protéger une jeune fille qui est menacée par Satan, sauf qu'on sait dès le tome 1 que la fille elle est un peu louche, et c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir ce côté là où en fait on sent que les deux personnages se rapprochent. Parce que vous aurez compris le titre, hein, Make the Exorcist Fall in Love, hein, voilà, l'objectif c'est que le petit curé tombe amoureux, et bah elle, ses intentions sont pas vraiment très très bonnes parce qu'on sent qu'elle a un lien avec Satan et les démons, et lui il est très pur, du coup c'est assez intéressant à suivre. Franchement j'aime beaucoup cette petite histoire qui pareil ne fait pas énormément parler d'elle, mais ça se lit super bien. Voilà, pareil, je l'ai pas vu mon temps passer à la lecture, c'était vraiment très très cool, c'est un univers un peu fantastique, les combats sont très très beaux, tous les personnages je les apprécie, il y a vraiment des scènes gore qui m'ont retourné l'estomac, alors pas trop dans le tome 5, c'était plus dans le tome 3-4 où là, faut s'accrocher quand même.
Ensuite, j'ai lu le tome 4 de Miyabishi no Onmyoji, qui, franchement, est une belle surprise, parce que le tome 1 et 2, quand je les ai lus, j'étais en mode ouais, c'est bien, mais sans plus. Et au final, vraiment, l'histoire s'intensifie bien de tome en tome, et c'est un pur régal à chaque fois d'avoir un nouveau tome entre les mains, donc ça, c'est vraiment positif. Dans ce tome-là, on va avoir un peu plus du passé. On va en savoir un peu plus sur le passé de notre protagoniste, et ça, c'est super intéressant, parce que, pour rappel de la petite histoire, on est dans une vieille époque japonaise, il y a des trésors nationaux de l'empereur qui sont dérobés, qui possèdent des pouvoirs un peu surnaturels, et du coup il demande à des onmyoji, donc un peu des sortes d'exorcistes, d'aller les récupérer, et on découvre assez rapidement que en fait l'un des onmyoji un peu principaux, qui fait un peu bande à part et qui sympathise avec certains yokai, en fait c'est l'ancien empereur, qui est le frère du coup de l'empereur actuel, et on se demande un peu comment il en a fait pour se retrouver là. Il est un peu détesté de toute la population et on sait pas trop pourquoi. Donc là, on commence à avoir des réponses. Du coup, c'est super intéressant. Les combats sont toujours aussi sublimes. Pareil, ça tranche dans le vif, on va dire. Et du coup, le personnage de Ranmaru qui a été récupéré par le Onmyoji, il est tout plein de douceur et c'est vrai que ça fait du bien. En fait, je trouve ce petit contraste. On a des combats très très durs et on a Ranmaru qui apporte beaucoup de douceur lors de la lecture, et je trouve ça trop trop mignon. Et on a vraiment des planches sublimes, je trouve. On entre vraiment dans une ère où j'ai l'impression que maintenant les mangaka ils balbutient plus du tout sur les dessins, c'est vraiment tout de suite du très très haut niveau. Donc là, ça c'est des petites scènes toutes mignonnes avec du coup Ranmaru, et ça c'est notre protagoniste Onmyoji. Il est trop choubidou. Et puis surtout, celui qui est sur la couverture, là, incroyable découverte. Déjà, en fait, quand j'ai vu la couverture, j'ai dit, je comprenais pas qui était sur la couverture, et une fois que j'ai lu, j'ai compris. Le personnage de l'araignée, super badass. Déjà, on a son passé qui est développé, et en plus de ça, on a une partie de combat absolument incroyable où il est juste super badass. Donc, vous l'aurez compris, j'ai kiffé ce tome 4. On continue encore avec un tome 4, avec cette fois Sword of the Demon Hunter. Alors pour le coup, je suis pas très très fan de la couverture, je la trouve... c'est surtout que le style change totalement en termes de couleur par rapport aux autres tomes, mais bon, pourquoi pas. Au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé ce tome où on suit du coup à une ancienne époque un homme qui devait protéger son village, qui était amoureux de la prêtresse. Finalement, son village va se faire massacrer. Sa petite sœur n'y est pas étrangère car elle est elle-même un demi-yokai ou un yokai, je sais plus exactement, et du coup lui devient un ronin qui se bat un peu contre tous les phénomènes surnaturels. Mais voilà, du coup on suit plusieurs personnes qui viennent lui demander des services ou pour l'aider dans des disparitions un peu mystérieuses ou des meurtres pareil que personne n'arrive à choper le meurtrier. C'est franchement plutôt pas mal. Notre protagoniste, je le trouve extrêmement bien construit, il est très très cool. J'aime aussi beaucoup la dualité qu'il a, les sentiments en fait qu'il a vis-à-vis de sa sœur, parce que c'est pas tout à fait clair s'il veut la détruire ou s'il veut la sauver, parce que d'un côté sa sœur était quand même relativement jeune, elle a un peu basculé du mauvais côté, et du coup c'est à la fois son ennemi mais ça reste à la fois sa sœur, et on sent vraiment qu'il est partagé. Mais il a aussi beaucoup de mal à lui accorder son pardon, et je trouve ça bien parce que souvent je trouve que dans ce style de titre, ils accordent trop vite le pardon aux frères, à la sœur, dès qu'il y a des liens du sang, les gens ils sont un peu toc toc, mais je suis désolée, hein, il peut y avoir tous les liens du sang du monde, si la personne c'est un taré, y a pas à tergiverser quoi. Donc là c'est cool que ce soit traité de cette manière-là. Et j'aime bien aussi le fait qu'il y ait des alternances d'ambiance un peu plus tranche de vie, voilà, cool, tranquille, où il va souvent manger dans un truc de ramen, dans un restaurant de ramen, et l'alternance avec des scènes un peu plus de combat et un peu plus dark. Ouais, ce style de planche où d'un seul coup l'histoire du coup devient plus sombre. Du coup, ouais, j'aime pas mal ce titre, je pense qu'il en a encore pas mal sous le pied. Pour l'instant, c'est pas non plus une tuerie, mais ça fait bien son boulot. Ensuite, j'ai lu du tome 1 à 8 de Egrégore, une série qui m'intriguait depuis pas mal de temps parce que je la voyais beaucoup tourner sur les réseaux sociaux. En plus, l'auteur est français, le dessinateur est coréen, donc forcément j'avais envie de me pencher sur cette œuvre, c'est chose faite. Je vais commencer par les choses qui ne me plaisent pas forcément dans ce titre, qui sont déjà le rythme qui est extrêmement lent. D'un côté c'est plaisant dans le sens où ils développent vachement leurs personnages, ils développent vachement l'univers, et ça du coup c'est plutôt appréciable, mais c'est vrai que parfois, voilà, j'ai lu 8 tomes et j'ai l'impression
comme si j'avais lu qu'un seul roman. En fait, c'est comme si un roman avait été adapté en manga et que du coup, le manga, il avait du mal à tout absorber l'histoire et comment la retranscrire. Le deuxième point un peu négatif, c'est que l'ambiance est relativement déprimante et sanglante. Donc ne lisez pas ça si vous êtes déprimé, parce que je pense que ça va vous déprimer encore plus. Moi, vraiment, il y avait des moments où, quand je terminais de lire des tomes, vraiment je le reposais et j'étais comme ça sur mon canapé en mode « Oh mon Dieu, je déprime, ma vie est nulle, il se passe des choses horribles, tout le monde meurt. » Donc voilà, donc soyez prévenus que... soyez dans un bon mood pour lire ce style d'histoire parce que ça peut vous mettre un petit coup au moral, on va dire. Mais à part ça, on a un univers ultra développé qui fait vraiment plaisir à voir. J'aime beaucoup aussi le style de dessin qui, je trouve, change de ce qu'on peut avoir l'habitude. On a un foison de personnages, voilà, dans tous les sens à suivre. Alors d'un côté, ça complexifie un peu la lecture, mais de l'autre côté, comme j'ai dit, ça l'enrichit tellement l'histoire que ça fait vraiment du bien. Et le développement de l'histoire est vraiment son point le plus fort. C'est un peu une ambiance Seigneur des Anneaux pour vous donner un peu un titre comparatif. Voilà, le style de planche, mais comme je vous ai dit, c'est une lecture qui est quand même dure à suivre. Franchement, faut s'accrocher pour bien tout comprendre. D'ailleurs, il y a un truc qui m'énerve, ça fait 8 tomes, il y a plein de trucs qui sont sous-entendus. On se dit « Ah, ça veut dire quelque chose, mais ça veut dire quoi exactement ? On sait pas trop. » Et ça fait 8 tomes qui nous teasent les mêmes sous-entendus. Et t'es en mode « Bon, au bout d'un moment, ça fait 8 tomes. Dis-nous, c'est quoi ce putain de sous-entendu ? Je veux savoir ce que c'est. » Donc d'un côté, c'est bien parce que je suis à fond, ça veut dire que je suis vraiment à fond les ballons dans la série. C'est frustrant, mais tellement frustrant, je veux tellement comprendre ce qui se passe dans cet univers, parce que les méchants sont pas si méchants que ça, et c'est les humains qui seraient méchants, je sais pas. Voilà, je suis à fond dans cette série, vous l'aurez compris, vu mes réactions, mais je veux vraiment en apprendre plus. J'ai jusqu'au tome 12, donc il faut vraiment que je me relise du tome 9 à 12. Ça va être encore une bonne lecture, même si j'attends un moment où je vais pas déprimer, on va dire. pour me lire la suite, mais c'est vraiment très très bon. Je me suis lu les tomes 7 à 13 de Glouton et Dragon ce mois-ci parce que j'ai trouvé énormément de tomes, vous l'aurez vu dans ma vidéo achat. Du coup, Glouton et Dragon, dans les grandes lignes, c'est un univers un peu fantastique où on suit des gens qui vont faire un donjon. La sœur va se faire... Enfin, un des personnages qui est la sœur du dirigeant, on va dire, du groupe, va se faire bouffer. Donc leur objectif, c'est de retourner dans le donjon, la sauver, sauf qu'il va se passer énormément de choses. Et surtout, ça va beaucoup tourner autour de la cuisine des monstres, parce que comme ça leur permet de faire des économies. Je trouve l'univers vraiment incroyable. Je sais pas, je trouve qu'il y a cette ambiance très chill et à la fois, il se passe des trucs quand même assez graves, mine de rien, dedans. Mais il y a beaucoup d'humour, c'est aussi entrecoupé avec les scènes de cuisine. Enfin, je sais pas, je suis juste... happée par cet univers qui fonctionne extrêmement bien. J'aime énormément aussi le fait que aucun personnage introduit n'est oublié. Si à un moment donné, il y a une petite casse sur un personnage, vous pouvez être sûr que vous le retrouverez quelques tomes plus loin, qu'il aura un peu plus d'importance, ou qui, en tout cas, il sera là, il a une raison d'être là, et il n'est pas là juste pour faire beau. Et je trouve ça grave agréable parce que même les personnages secondaires sont vachement bien traités au final. On a une très bonne dynamique de groupe, je trouve, qui fait qu'on ne se lasse pas, malgré 13 tomes, notre troupe d'héros principaux, on ne se lasse pas de leur interaction, on ne se lasse pas de leur personnalité, et ça fait toujours du bien d'avoir ce style de héros où on est attaché à toute la troupe et pas seulement à notre protagoniste. En plus de ça, au fil des 13 tomes, on a beaucoup de rebondissements, je les vois jamais venir, c'est complètement délirant, je surkiffe. Et surtout, on a un très très bon antagoniste. Franchement, l'elfe, là, c'est un très très bon antagoniste, surtout que au final, au fur et à mesure des tomes, j'aime beaucoup la direction que ça a pris. Là, sur ce tome 13, on a un gros antagoniste et qui fait du bien. Et j'ai beaucoup aimé aussi un peu les morales, les questionnements qu'il apportait, qui sont super intéressants. Et au-delà de ça, le côté Dark Marsil, ça m'a fait péter des barres. Et en plus, j'ai adoré aussi toute la confiance que Laios a obtenue au fur et à mesure de ses aventures, alors que c'est juste un gros simplet qui pense qu'à booter plein de monstres. Et au final, tu vois que tout le monde compte un peu sur lui. Et c'est vraiment, je sais pas, ça fait chaud au cœur. Donc vous l'aurez compris, une très très bonne lecture que je vous conseille totalement. J'attends le 14e et dernier tome avec beaucoup d'impatience. Je continue mon aventure Why Nobody Remembers My World avec le tome 10, qui, ma foi, était très très bon. Cette fois, on va se concentrer sur une autre race. Donc je vous renvoie à ma vidéo précédente si vous cherchez à savoir de quoi parle Why Nobody Remembers My World. Le nom est beaucoup trop long.
Mais du coup, on suit la race des humains qui se bat contre 4 races, et là cette fois on va se concentrer plutôt sur la race des spectres. J'ai beaucoup aimé le combat qui était ma foi fort stylé avec leur héros, l'héroïne des spectres est vraiment très très cool. En plus de ça, on commence à avoir un début de réponse sur qu'est-ce que la réécriture et qu'est-ce qui s'est passé, donc ça c'est très cool. Regardez cette double planche, comment elle est trop belle. Mais oui, on a un début de réponse. En plus de ça, il n'y avait pas eu de mode harem dans ce tome-là, donc j'avoue que moi j'étais fort soulagée. Et au-delà de ça, il y a aussi un lieu un peu emblématique de la série qui reviennent, qui sont du coup les tombeaux. Pareil, on sent qu'il va y avoir de grosses révélations. Franchement, le tome 11, je pense, va être très très bon. Il est déjà sorti à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, donc il va vraiment falloir que j'aille me l'acheter. Mais une série qui, ma foi, me surprend bien. J'en entends pas beaucoup parler non plus, mais je trouve que ça a un peu une ambiance isekai sans en être un. Et j'aime beaucoup les combats qu'il y a dedans, je sais pas, l'ambiance me convainc. On continue avec le tome 19 de Undead Unluck, grand classique sur cette chaîne, n'est-ce pas? Je suis toujours aussi fan, encore une fois on a des très bons combats, en même temps c'est un gros manga de baston, il n'y a pas à dire, il y a des combats vraiment à tous les tomes, donc là c'est un petit aperçu. Le seul problème je trouve c'est que parfois il y a quand même il y a plein de petites cases je trouve pendant les combats, donc d'un côté ça rend ça très dynamique, mais je trouve à vous montrer c'est pas forcément foufou on va dire. Mais en tout cas, on a des personnages, des vieux personnages qui reviennent en lumière et ça fait plaisir. J'aime beaucoup leur développement, donc ça reste une bonne lecture. Et au-delà de ça, un arc vient de se clôturer et un nouveau commence. Et maintenant, ils se retrouvent dans un lycée. Et je trouve ça dingue parce que vraiment, ça fait du coup 19 tomes que je suis en Undead Unluck. On n'a jamais été dans un lycée. Du coup, ça fait très bizarre de voir nos personnages dans ce contexte-là. J'espère que ça ne durera pas trop longtemps parce que je pense que c'est un peu what the fuck quand même. Mais ça reste dans l'ambiance générale du manga. En tout cas, on est toujours sur cette ambiance un peu fanservice qui nous régale, voilà, où on a vraiment, on va dire, les erreurs du passé qui sont totalement corrigées. Moi, ça me va toujours autant. Mais je sais que les gens se désintéressent pas mal de Undead Unluck assez rapidement, alors que pourtant ça vaut vraiment le coup d'œil. Et en plus de ça, il y a eu plein de rumeurs comme quoi la série se faisait axe. Ce n'est pas le cas, s'il vous plaît. Faut arrêter de croire aux rumeurs ou aux non-dits, tout ça parce qu'il y a 2-3 personnes sur Twitter qui ont dit ouais ça y est la série va se faire axe. Ça a pris des proportions pas possibles où tout le monde disait ouais ça y est fin de Undead Unluck, fin de Undead Unluck. Non, franchement l'éditeur principal n'a pas communiqué sur la fin de Undead Unluck. Les tomes sont toujours censés être sortis et il y a encore des chapitres qui sortent chaque semaine. Donc pour l'instant, la fin de Undead Unluck n'est pas encore prévue. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de l'aventure Undead Unluck. Je termine la catégorie combat avec Sakamoto Days, le tome 15, qui était absolument incroyable. S'il vous plaît, ce tome était vraiment super. Moi, j'ai adoré du début à la fin, et que ce soit les parties combat, les parties un peu plus tranquilles, tranches de vie, qui étaient vraiment sublimes aussi. Bref, il y a eu des énormes révélations, il y en avait de tout. Enfin, il y en avait pour tout le monde un peu dans ce tome. Il y avait des révélations, et de la tranche de vie, et du gros combat, et du développement de personnages aussi. Faut dire ce qui est. Eisuke, jusqu'à présent... il était un peu... il était là, mais sans trop être là. Et là, pour le coup, dans ce tome-là, on commence à comprendre l'importance qu'il pourrait prendre. Et il a l'air de subir un peu une évolution, donc ça fait plaisir. On a enfin le mystère de Slur et de Rion qui commence à être éclairci, même si c'est pas encore totalement clair. Mais ça fait quand même plaisir d'en apprendre plus sur ces personnages qui sont quand même très centraux. Mais en tout cas, les scènes de combat étaient vraiment... magnifique, c'est vraiment ce qui m'a le plus transcendé dans tout ce titre, dans tout ce tome, c'est les combats qui étaient sublimes. Je sais même pas comment ils vont faire en animé pour rendre ça super stylé, mais en tout cas ils ont intérêt à pas se foirer parce que le manga est déjà à un très très haut niveau et l'animé j'espère va hyper encore plus les gens à lire ce titre. On passe à la catégorie romance, voilà, amour, qui est à peu près aussi longue que la catégorie combat, je dirais, un peu plus courte en vrai. Tout d'abord, je commence avec Les Noces de l'or et de l'eau, qui est du coup un magnifique collector de chez Akata, avec un dessin un peu simplet qui pour le coup m'a pas des masses plu, même si j'ai beaucoup aimé l'ambiance orientale qu'on retrouve à l'intérieur. C'est une lecture toute douce et toute mignonne qui, ma foi, fait du bien. Je trouve que déjà c'est un très bel objet en lui-même et l'histoire manque un petit poil de profondeur. C'est vrai que c'est un peu ce que je peux lui reprocher.
On suit quand même 2 pays qui sont censés être en guerre, mais ça reste très en surface, on parle très très peu de géopolitique, alors que moi c'est vraiment généralement ce qui m'intéresse le plus dans ce style de synopsis. Quand j'entends 2 pays en guerre, je veux voir de la géopolitique, je veux voir de la stratégie militaire, je veux voir ce genre de choses. Là, il y en a un tout petit peu avec la sœur de la princesse, mais à part ça, ça reste vraiment en soum-soum assez discret. Et puis pareil, les relations familiales passent vraiment au second plan. Enfin, en fait, le truc, c'est que je trouve qu'il manque vraiment d'un côté développement à l'histoire. Alors, vous me direz, c'est un one-shot, donc c'est peut-être naturel. Mais ça reste une bonne lecture. Je vous dirais pas de ne pas le lire, parce que en vrai, ça vaut quand même le coup d'œil. Mais je vais pas non plus vous le conseiller voilà, à 2000%, quoi. C'est vraiment, si c'est votre style d'œuvre, lisez-la. Sinon, je pense que vous passerez à côté. En romance, forcément, je vous parle du Goût des fraises, le tome 4, qui du coup est la conclusion de ce titre, qui est en grand format, qui est ma foi très très mignon. Tout simplement, on va rester sur le thème de la douceur et de la mignonnerie, hein. C'est vraiment ce qui s'en dégage le plus de notre couple, voilà, qui est enfin ensemble, et on suit un peu leur quotidien, plein de petites scènes mignonnes. C'est une bonne fin feel good, voilà, sans prise de tête. Ça manque de développement, forcément, je trouve un petit peu, surtout la demande en mariage est très très rapide. Passons. Et puis sinon, ce que j'ai trouvé agréable aussi, c'est qu'on a le deuxième couple un peu secondaire sur qui on s'est un peu concentré, donc c'était ma foi sympa. Ça casse pas trop patin un canard, mais ça fait vraiment du bien au moral. On se met vraiment dans une petite bulle de douceur en lisant Le Goût des fraises. Donc si vous aimez la romance, n'hésitez pas à vous pencher dessus, je pense que ça fera du bien au moral, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. On passe au Boys Love avec tout d'abord un comptable à la cour, une nouveauté de chez Akata que j'attendais avec beaucoup d'impatience, qui est sortie au mois de septembre, et qui, ma foi, m'a bien plu. Le tome 1, j'avoue, m'a plu, mais sans plus. J'ai acheté le tome 2 récemment. C'est mieux. Voilà, je dirais juste ça, je vais pas rentrer dans le détail parce que vous le verrez dans mon prochain bilan lecture du coup. Mais on y suit un salaryman qui se fait invoquer par erreur avec une jeune fille qui a été appelée dans un monde magique, on va dire. Sauf que lui, il était pas du tout censé être là. Du coup, quand il arrive, il dit bon, écoutez, moi je m'en fous. Tant que vous me trouvez un travail, c'est pas grave, je m'occuperai de moi, vous inquiétez pas. Donc du coup, c'est ce qui va se passer. Il va se retrouver au service comptabilité vu que c'est ce qu'il faisait déjà dans sa vie réelle. Et il va se rendre compte que les finances du pays, c'est vraiment pas ça va vraiment pas. Donc il va faire beaucoup d'heures sup et au bout d'un moment, il va s'intoxiquer à force de boire des potions d'énergie parce que lui, il est pas de ce monde-là, donc il a un peu du mal. Et c'est le capitaine des chevaliers qui va le sauver. Et pour le sauver, il va falloir être un petit peu proche l'un de l'autre, on va dire. J'ai trouvé la raison assez absurde, on va dire, franchement, de la scène de sexe. J'étais un peu en mode, ah ouais, ok, là, comme ça, dans le vif du sujet. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la relation entre nos deux personnages. Alors pour l'instant, dans le tome 1, on peut pas vraiment parler de relation, hein. C'est vraiment... comment dire, ils apprennent à se connaître et encore, ils s'apprécient pas mutuellement, hein. C'est vraiment... c'est pas non plus un enemies to lover, hein, mais voilà, ils sont un peu antipathiques, ils sont en mode, ouais, on est juste dans 2 mondes totalement différents, c'est un peu compliqué de se comprendre, mais bon, tu restes sympa dans le fond, quoi. Voilà, c'est un peu ça, en gros. Mais en tout cas, voilà, les points forts du titre, ça va vraiment être l'aspect financier qui est quand même pas mal mis en avant. On a des mesures concrètes qui sont prises par Sei, notre personnage principal, pour résoudre ces problèmes. De l'autre, on a un peu les magouilles politiciennes, et moi, c'est vraiment ce que je préfère dans les histoires. Franchement, dès qu'il y a un peu des complots, des machins, ça c'est trop mon truc. Donc là, notamment, on a le chancelier qui est un peu... il y a un peu un loup, anguille sous roche, ou un truc comme ça. Et puis sinon, ça fait du bien, en fait, on a un personnage très réaliste, en fait, notre protagoniste, Sei, c'est vraiment, ça pourrait être Monsieur Tout-le-Monde, que tu interroges dans la rue, ça pourrait totalement être ce style de personnage, il a à peu près 30 ans, je crois, et oui, c'est un adulte, enfin voilà, c'est un adulte, il a des problèmes d'adulte, il en parle, voilà. Bon, il est un peu trop focus sur le boulot, ça je pense que tout le monde sera d'accord avec moi, mais à part ça, ouais, ça fait du bien d'avoir un protagoniste très réaliste, et au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé la scène où il rencontre la sainte, parce qu'il est en mode, bah salut, on est quand même du même monde, j'ai essayé de te sauver, et à cause de toi, je me retrouve là, mais tu vas bien? Et la sainte qui est un peu dans sa bulle, en mode ouais, les gens ils ont trop besoin de moi, je suis trop contente, je vais les sauver. Et lui il est un peu en mode ouais, doucement, hein, t'as 16 ans, t'es une jeune fille, prends ton temps. Et elle,
Bon, je vais pas vous raconter sinon ça va trop spoiler, mais j'ai beaucoup aimé en tout cas la rencontre entre la Sainte et notre protagoniste, ça m'a beaucoup fait rire et encore une fois j'ai trouvé ça très réaliste. Donc vous l'aurez compris, j'ai eu un peu de mal parce que je trouvais justement la relation très froide, enfin voilà, il y avait pas du tout de relation entre nos protagonistes, mais tout le reste m'a beaucoup plu, c'est ce qui a fait que j'ai acheté le tome 2. Le tome 2 est meilleur, je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. On continue le Boys Love avec I Cannot Reach You, le tome 3, que j'avais très envie de lire, et effectivement, il m'a convaincu ce tome, voilà, de vraiment continuer la série, parce qu'on a un vrai développement de notre protagoniste Kakeru. Alors pour la petite histoire, du coup, on va être sur deux amis d'enfance, dont un est très amoureux, et l'autre va prendre connaissance de ses sentiments, et il va commencer à se poser beaucoup de questions. Et du coup, c'est très intéressant en fait de voir tout le développement, tout le cheminement de pensée que peut avoir Kakeru, mais également son autre ami Yamato, qui ont deux points de vue totalement opposés de la vie. Mais du coup, c'était assez mignon. Pour le coup, là, on les suit dans un voyage scolaire. Et il va se passer des petites choses, c'est très mignon, c'est très doux, encore une fois, on se retrouve vraiment dans une bulle de mignonnerie et de douceur qui fait du bien. Le trait est assez simpliste, mais vraiment là sur la scène des voyages, on a des très très beaux paysages et tout, donc c'était très agréable, on a eu des petits moments de ouloulou. Il commençait à y avoir des petits rapprochements, même si c'était bien sûr des quiproquos et des situations qui n'étaient pas forcément voulues, on va dire, mais c'était quand même très rigolo à suivre. La fin était absolument pépite, moi j'ai adoré cette fin, franchement j'étais trop contente, ça présage de très bonnes choses pour le prochain tome. Et au-delà de ça, un autre petit point positif, c'est je trouve que les personnages secondaires sont très bien faits, sont très bien écrits. Alors ça fait que 3 tomes, donc ils sont pas encore masse développés, mais je trouve qu'ils ont beaucoup de potentiel et qu'ils sont vraiment des personnages qui supportent nos protagonistes de manière très efficace. Que des bonnes choses pour ce tome, donc si vous êtes fan de Boys Love, un peu slow burn et mignon, je pense que ça vous plaira. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est la longueur du tome, parce qu'il y a quand même beaucoup de tomes qui sont sortis au Japon, et je sais pas si au bout d'un moment ça va peut-être un peu m'ennuyer, donc à voir où ça va. Dernier Boys Love de cette vidéo, il s'agit de Cherry Magic, le tome 6, que ma foi j'ai plus aimé que le précédent, parce que pour le coup on commence à avoir un peu des enjeux, notamment ce personnage qui va être muté. Pour rappel de la petite histoire, on suit cet homme qui a passé 30 ans ou 40 ans en étant puceau, et du coup maintenant il peut lire dans les pensées des autres, et il se rend compte qu'un de ses collègue est fou amoureux de lui, alors que c'est celui qui réussit de fou, qui est très confiant en lui, etc. Et du coup, il comprend pas du tout pourquoi il s'intéresse à lui. On a par la suite une relation qui commence à se développer, et là, il y a enfin des vrais développements. C'est vrai que jusqu'à présent, ça manquait un petit peu, c'était beaucoup Kurosawa qui faisait les premiers pas, etc. Et là, on a enfin Adachi qui se bouge un peu plus les fesses et qui essaye vraiment d'exprimer ses sentiments, donc ça fait beaucoup de bien à lire, tout simplement. Donc c'est juste un petit tome tout rempli d'amour, tout mignon. Ça casse pas trois pattes à un canard, donc comme je vous ai dit, c'est encore une petite bulle feel good. Mais il y a quand même un petit côté un peu cuculapraline parfois qui je suis en mode vous êtes des adultes ou vous êtes des enfants, je ne sais pas. Voilà, ça arrive beaucoup, je trouve, dans les boys love très doux, même dans les shoujo en général. C'est vrai que généralement dans les boys love, il y en a moins que dans les shoujo. Mais là parfois ça peut se ressentir un petit peu. Encore une fois, c'est la longueur qui me fait un peu peur, parce qu'actuellement je crois qu'ils sont au tome 12, je crois, au Japon, donc je me dis encore 6 tomes sur ce couple. C'est peut-être encore un petit peu long, je vais voir qu'est-ce qu'ils arrivent à créer, quel rebondissement ils arrivent à créer. S'il n'y a pas de rebondissement, il y a moyen que ça m'ennuie un petit peu, donc à voir la suite. Et on termine cette catégorie romantique avec She Wasn't a Guy, le tome 2, qui est du coup un petit Yuri, voilà, le petit Yuri rock'n'roll tout vert, qui m'a énormément plu. Déjà par rapport à son ambiance qui était plus chill, je trouve, que le tome 1, alors que c'était déjà plutôt chill dans le tome 1, qui m'a bien plu, et je pensais que ça se concentrerait plus sur la romance, ce qui n'est pas forcément le cas. Dans ce tome 2, déjà, on a une Mitsuki qui s'affirme beaucoup plus, on a sa personnalité qui commence à plus transparaître, même quand elle est au contact d'autres personnes. Notamment, elle commence à s'intégrer un peu au groupe d'amis, etc. de Aya, et se faire même ses propres amis. Et ça fait plaisir, en fait, de la voir un peu s'épanouir, alors que de base, elle était un peu renfermée dans sa coquille, et que même quand elle est pas grimée dans son style rock'n'roll, elle peut quand même s'affirmer et affirmer sa personnalité. C'est très bon. Concernant Aya, je suis toujours aussi fan du personnage parce que voilà, elle assume totalement le fait qu'elle soit en total crush sur Mitsuki. Et c'est vrai que ces scènes où elle est en mode oh, putain, il y a mon crush qui vient chez moi, ah, mon crush m'a répondu ça, c'est genre
trop mignon, alors que de base c'est le style de truc qui me plairait pas forcément, mais je trouve ça... Ouais, c'est vraiment trop chou, en fait, Talia, tu la soutiens à fond dans son crush, dans le fait qu'elle soit à fond sur Mitsuki, et t'es en mode vas-y, Aya, vas-y, attaque. Enfin, attaque, dans le sens, fais comprendre à Mitsuki que t'as des sentiments pour elle. Enfin, c'est vraiment très très mignon. En tout cas, les scènes d'amitié étaient aussi pas mal présentes, c'était plutôt dynamique, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé, parce que ça approfondit pas mal nos personnages. Et quand on parle d'approfondir les personnages, c'était super intéressant de suivre le passé du tonton de Mitsuki, qui s'appelle Joe, du coup, qui nous introduit également un nouveau personnage. Donc franchement, ça c'était pas mal sympa aussi de voir ce qu'il a fait, ça approfondit sa relation avec Mitsuki aussi, on comprend pourquoi ils sont aussi proches l'un de l'autre. Et puis il y a des questions sur le futur en fait tout simplement de Mitsuki et Aya qui commencent à se poser. Et c'est des questions plutôt bien réfléchies, bien mûries, que je trouve intéressant à suivre. Donc dans le tome 3, je pense que ça va encore développer tout ça. Et j'ai trop hâte en fait de lire ce tome, hein, parce que c'est vraiment une série qui pète tout et je comprends pourquoi. Bon, comme vous en doutez, on est un autre jour, hein, parce que je prends toujours 3 plombes à vous présenter mes vidéos bilan lecture. Donc cette fois, je vais vous présenter les 2 dernières catégories qui restent. Donc il y a le tranche de vie, où j'en ai énormément, même s'il y a des styles de tranche de vie différents, et mon top flop à la toute fin de la vidéo. Donc en catégorie tranche de vie un peu pas triste, mais un peu en ce style-là, on a Le Son des Morts. C'est un one-shot de chez Delcourt Tonkam qui m'a vachement plu. C'est la même autrice que La Danse du Soleil et de la Lune que j'adore. Du coup, j'avais vachement envie de tester une autre de ses œuvres, tout simplement. Donc, on est encore une fois sur un titre qui parle de deuil. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement, vous l'aurez remarqué. Et il y a un milieu un peu d'art également. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, on va suivre 2 personnes qui ont un peu des dons un peu surnaturels dont ils n'ont pas trop envie, qui est en rapport avec les morts, et ça les hante littéralement. Mais ce que j'aime bien, c'est que du coup on a un adulte et une adolescente, et du coup on va avoir cette entraide intergénérationnelle qui va être vraiment très touchante, très mignonne, qui je trouve fait du baume au cœur. Et ma foi, la fin est très très bonne, donc franchement beaucoup de positifs dans ce petit one shot. Mais comme d'habitude, ce qu'on peut souvent reprocher au one-shot, c'est que ça manque peut-être un petit peu de développement, un peu de pages, peut-être 1 ou 2 chapitres en plus. Mais dans l'ensemble, ça reste très beau. En tout cas, on reconnaît vite le trait de l'auteur, je trouve, qui change, mais qui est beau. Franchement, moi j'aime beaucoup sa manière de dessiner. Dans un style pas moins joyeux, on a J.K. Haru, le tome 6, qui redistribuer un peu les cartes. C'est un tome qui est un peu à part, je trouve, comparé au reste de la série, parce qu'on a vraiment en fait beaucoup de frustrations et d'accumulations qui se sont accumulées justement tout au long des 5 tomes. Et là, dans ce 6e tome, il y a vraiment toute la colère de Haru qui se déverse, notamment sur les chevaliers. Alors, pour rappel, J.K. Haru, ça parle d'une fille, enfin de 2 personnes qui sont envoyées dans un isekai. En mode isekai, ils sont envoyés dans un autre monde. Sauf que les femmes, elles n'ont pas vraiment de leur place là-bas, et elle n'obtient aucun pouvoir particulier parce qu'elle n'était pas censée être là, en fait. Et elle va devoir se retrouver à se prostituer pour pouvoir vivre. Donc forcément, c'est une situation assez délicate. On voit vraiment plein de choses se passer. Et on voit comment elle essaye un peu de devenir la number one de son auberge. Mais bon, dans ce monde, tout n'est pas tout rose. On nous le fait clairement comprendre. Et dans ce tome 6, il y a vraiment un peu... Enfin, dans le tome 5, surtout, il y avait toute la noirceur de l'être humain qui était déversée puissance 1000. Et là, dans le tome 6, c'est un vrai défouloir, ça fait vraiment du bien. Bon, et heureusement, passé le gros passage là où Haru, elle se défoule, après, c'est une ambiance très très chill, qui fait du bien après toutes ces émotions fortes. Franchement, c'est cool, et on voit qu'elle a envie de changer les choses, elle veut améliorer ce monde qui est très très sexiste. Et par petites étapes, elle arrive à faire son petit bonhomme de chemin. Donc franchement, je pense que c'est, mine de rien, un message positif malgré tous les trucs horribles qui se passent dans cette série. Et je trouve que le sujet est hyper bien traité. Franchement, je suis très très fan de la série. Et en plus de ça, c'est l'avant-dernier tome. Il faut savoir que cette série se terminera du coup avec son 7e tome, que j'ai hâte qu'il arrive en France, même si généralement le rythme de parution c'est 1 an. Donc normalement, il devrait arriver pour l'année prochaine. Voilà, ça c'est l'ambiance
de ce tome. Mais du coup, je pense que le dernier tome se concentrera sur un peu une intrigue qui a été révélée là dans ce tome-là, où on apprend un peu l'identité d'un personnage qui est un peu spécial, et du coup, je pense que ça se tournera autour de ça, la conclusion. Il y a juste un petit truc qui m'a dérangé dans ce tome, c'est que Haru, quand elle s'énerve, on va dire, il y a un peu des trucs qui sont expliqués, et c'est vrai que je trouve l'explication un petit peu bancale. Je ne veux pas vous en dire plus pour pas vous spoiler la série, surtout si vous avez envie de la commencer. Mais c'est vrai que j'étais un peu en mode ah ouais, vraiment, c'est un peu expliqué à l'arrache, un peu les pouvoirs qu'elle peut avoir. Mais bon, hein, pourquoi pas, ça fait quand même le taf. Et franchement, c'est une série qui vaut quand même le détour. Je vous la conseille. Moi, de toute manière, elle était dans mon top 10 Seinen, et il y a une raison. On reste dans une ambiance un peu spooky, avec cette fois Chasse aux cadavres et ses 3 premiers tomes, sachant que la série sera finie au 4e qui n'est pas encore sorti. C'est une série de chez Sakamanga qui est, ma foi, très très cool. Il y a une ambiance un peu Erase dans le fait que des enfants enquêtent un peu sur un meurtrier. En gros, on suit un jeune garçon qui s'intéresse au meurtre d'une de ses camarades de classe de primaire qui date d'il y a 2 ans. Voilà, donc ils sont 4 à se lancer à la recherche du corps de la jeune fille qui n'a jamais été retrouvée, et lui, il pense savoir où est le corps parce que monsieur est un grand fan de pylônes électriques et que la zone de la photo qu'il a reçue correspond pas à l'endroit où ils disent qu'elle a disparu. Bref, en tout cas, il pense avoir un indice pour la retrouver. Sauf que l'histoire va vite tourner assez sérieux, assez spooky, parce qu'on comprend qu'il y a des gens qui veulent pas qu'ils enquêtent et qui seraient potentiellement sur une bonne piste. Et du coup, voilà, il y a cette ambiance un peu angoissante qui collait bien à Halloween. Donc c'est franchement une lecture que j'ai apprécié faire à cette période-là. On a notre petite troupe d'amis qui, je trouve, est vachement bien équilibrée et qui se soutiennent bien, et du coup ça fait chaud au cœur. Et au-delà de ça, l'histoire est vraiment géniale. Quand ils ont commencé à parler de, on va dire, du groupe, sans mettre de termes forts pour pas vous spoiler, voilà, il y a un groupe qui serait impliqué dans ces histoires et qui essaye de les empêcher d'enquêter. C'est absolument génial. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi gore et aussi horrible comme histoire. Donc franchement, j'étais à fond dedans. J'étais vraiment à fond dedans tout le long. Donc pour le coup, on a quelques rebondissements qui sont attendus, où voilà, on n'est pas forcément surpris une fois qu'on comprend où va le manga. Mais bon, pour une histoire terminée en 4 tomes, ça me dérange absolument pas. Et comme je vous ai dit, j'aime vraiment beaucoup le fond, donc ça me dérange pas qu'il y ait un petit problème sur la forme. Et en termes de dessin, c'est assez simple, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Mais en vrai, ça fait très très bien le taf. Et du coup, on a quelques images, bien sûr, un peu spooky, comme je disais tout à l'heure, voilà, où ça fait un petit peu angoissé avec ce masque et tout. Voilà, franchement, une bonne petite série, je vous la conseille, seulement 4 tomes, c'est sympa, il y a une enquête, c'est un peu angoissant. Franchement, moi, c'est vraiment le style que j'adore. Le seul petit bémol à la limite, c'est que des enfants de cet âge-là ne devraient pas avoir autant de liberté, ce n'est pas normal, hein, parce que franchement, les parents, ils sont là en mode oui, bon, ils sont partis à l'aventure, leur aventure, c'est quand même d'aller découvrir un cadavre, hein, donc il y a mieux pour des enfants qui sont au collège. Je sais même pas, ils sont au collège ou ils sont en primaire? Bon, ils ont l'air d'être au collège, mais c'est quand même genre ils sont en 6e, 5e, genre ils sont vraiment très très jeunes, donc il y a vraiment des problèmes parfois en mode de qui laisse son enfant partir des kilomètres plus loin que chez lui et chercher un corps, je ne sais pas. Pas moi en tout cas, si un jour j'ai des enfants, non, ça passerait pas. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, non plus. Ensuite, on continue avec le tome 10 de Ron Kamonohashi qui, ma foi, est vraiment très très cool. J'aime beaucoup l'arc qui se passe sur un bateau. C'est vrai que je me rends compte quand même que les Japonais kiffent vraiment faire un arc sur un bateau, hein. Ça se voit dans beaucoup de séries, que ce soit Spy Family, Black Butler ou encore plein d'autres. Honnêtement, c'est les mises en scène de crimes qui sont les plus intéressantes qu'on a eues jusque-là, donc c'est aussi l'une des raisons qui fait que j'aime beaucoup cet arc. Et on en apprend plus sur le mystère de la classe ensanglantée. Bref, vraiment que des points positifs. Et surtout la fin. La fin est incroyable. Il y a un gros dilemme à la fin qui est vraiment génial. On se demande vraiment ce qui va se passer. Donc ça tient vraiment en tension. Entre temps, j'ai eu le tome 11 et je l'ai déjà lu. Et c'est vraiment trop trop bien. Franchement, j'étais assez déçue au début de la série. Et c'est vrai qu'elle se bonifie avec le temps. Je pense que je vais me regarder d'ailleurs la saison 2 de l'anime qui est sortie. Ça pourrait être vachement intéressant. Donc on a toujours les enquêtes. Et puis franchement, la dualité avec Moriarty et tout,
Franchement, il est vraiment bon ce tome. Il manque quand même un petit truc. J'arrive toujours pas à mettre le doigt dessus, mais j'ai l'impression qu'il manque un petit truc. Mais mine de rien, je prends quand même beaucoup de plaisir. Donc c'est un peu compliqué parce qu'à la fois j'ai envie de vous le conseiller, à la fois je sais qu'il y a mieux sur le marché dans ce style-là. Mais je sais pas, il m'attire quand même ce titre et je suis quand même à fond dedans. Donc de toute manière, pour que j'achète jusqu'au tome 10, c'est forcément qu'il y a un truc qui me retient. Hein, sinon, j'aurais jeté la série depuis longtemps. Ensuite, le tome 3 de My Dear Detective, donc on reste encore un peu dans ce tranche de vie un peu enquête, comme Ron Kamonohashi, même si là c'est beaucoup plus léger. J'ai bien aimé ce tome parce que le tome 3 est beaucoup plus dynamique, je trouve, que les deux précédents tomes, même si en fait tout est très bon sentiment, très mignon. Faut pas s'attendre à des crimes extrêmes, hein, c'est vraiment des petites enquêtes un peu de quartier limite, j'ai envie de dire. En tout cas, on est vraiment sur un tome où on en apprend plus sur Saku et sa famille, et c'est vrai qu'il y a des moments assez mignons dedans. La personnalité de Mimi, notre protagoniste, je la trouve vraiment très très cool. Elle a les pieds sur terre, mais mine de rien, elle reste positive et pleine de bons sentiments, encore une fois. On a une jolie morale, un peu en mode s'accepter soi-même, etc. Et en plus de ça, on développe un peu les policiers de manière très cute. Mais oui, effectivement, je pense que ça frustrera les gens qui s'attendent à avoir un bon titre d'enquête, un bon titre policier. Ce n'est pas du tout le cas. Tournez-vous vers des trucs plus sérieux parce que là, c'est vraiment très light. Moi, ça me convient quand même comme type de lecture. Mais de toute manière, je trouve que le dessin retranscrit bien cette ambiance. Comme vous pouvez le voir, c'est très joyeux, on va dire. Donc, c'est pas forcément ce à quoi on s'attend dans ce style de manga, c'est vrai, d'enquête, on a tendance plus à attendre des meurtres ou ce genre de choses, et là c'est vraiment, comme je vous ai dit, des enquêtes de quartier, donc ne vous attendez pas forcément à plus, sinon vous serez déçus. J'ai fini ma lecture de Bienvenue au club avec les tomes 12 à 16. Alors, je vous en avais déjà un peu parlé dans ma vidéo précédente, mais honnêtement, cette série se termine finalement au tome 12, parce que les 4 tomes que j'ai lus après, là, ce mois-ci, c'était quasiment que du bonus et des histoires rajoutées pour rien. Et ces tomes-là sont beaucoup moins réalistes que les précédents, on est un peu plus dans de l'absurde et du comique, ce qui m'a un peu dérangée parce que la série est tellement feel good et tellement bien faite et tellement sincère et réaliste au début que c'est vrai que ces 4 tomes m'ont un peu fait souffler en mode bon, c'est dommage un peu d'avoir gâché cette fin. Et en plus de ça, on reste sur un petit goût d'inachevé parce que y a clairement des relations qui auraient mérité plus de développement et qui là où ça dure genre un tout petit chapitre et il n'y a même pas de trucs concrets qui se passent, donc on reste sur notre fin. Mais bon, au-delà de ça, c'est une série que j'ai quand même adorée. On reste sur quelque chose de très doux, très sincère, avec des personnages très attachants. Il y a une multitude de personnages secondaires et moi j'adore ce style d'histoire. Ils sont plutôt bien développés mine de rien, même si comme j'ai dit, les tomes de fin, ça pêche un petit peu, ça aurait pu être encore un peu plus poussé. Et surtout, on a un vrai glow-up, je trouve, des antagonistes. Alors, des antagonistes entre gros guillemets, hein, parce que c'est du tranche de vie où on suit juste les émois amoureux de lycéens. Et c'est vrai que les antagonistes ont vraiment une évolution qui est vraiment super bien faite. Moi, je suis super fan de Kana, alors que d'habitude, c'est le genre de personnage que je déteste dans ce style de série. Et là, elle a vraiment un super développement. Donc franchement, j'ai été très agréablement surprise par cette série, même si la fin laisse à désirer. Donc je vous conseille de prendre la série jusqu'au tome 12 et de considérer que le tome 12, c'est le dernier, parce que ces 4 tomes d'après n'apportent rien. J'ai bien sûr craqué pour le tome 13 de Sexy Cosplay Doll, parce que fallait, hein. La fin du tome 12 donnait trop envie de lire la suite. On sentait que le cosplay qui allait arriver allait être incroyable, et c'est totalement le cas. On est sur un tome qui pue la classe, hein. C'est juste la méga classe tout du long, même si du coup on pourra peut-être reprocher le fait qu'il y a énormément de cases contemplatives et assez peu de dialogue. Et du coup on se retrouve avec un tome qui, je trouve, a un rythme un peu plus lent que les autres parce qu'on a l'impression qu'il se passe moins de choses vu que c'est très centré sur la convention avec ce super cosplay. Mais au-delà de ça, on a quand même de très belles choses parce qu'on a une vraie réflexion de Gojo et sur son art, et le fait aussi que on va dire, il a un peu des sentiments mitigés entre Marine, son amie, et Marine, la fille qui l'habille et qui déchire tout en fait, qui est un peu une star. Enfin, elle n'est pas encore une star parce qu'elle n'est pas connue ni rien, mais elle a ce truc quand même, elle attire le regard, et c'est grâce à Gojo et grâce à tous les costumes qu'il lui créait. Et à la fois, il est super fier en tant qu'artiste, mais on sent qu'il y a un petit côté où ça le dérange aussi, où ça met un peu un mur entre eux deux. Et c'est vrai que c'était assez intéressant de développer ce côté-là. Et à la fin, on a eu quand même le chapitre avec le père de Marine qui a bien détendu l'atmosphère et tout. Et donc, franchement, c'est quand même un très très bon tome.
Et voilà, là, c'est quand même l'une des relations les plus mignonnes qu'on peut avoir. Et mine de rien, il y a pas mal de doubles planches tout au long de ce tome. Que ce soit Gojo, franchement, cette planche m'a bien surprise et m'a bien fait kiffer. Mais bien sûr, c'est Marine, la vraie star de ce tome. On l'a en double planche plein de fois. Et voilà, elle va vraiment tout déchirer dans ce tome. Et comme j'ai dit, l'intrigue sur Gojo et son dilemme en termes de sentiments entre son accomplissement en tant qu'artiste et ses sentiments de jeune garçon, c'est assez touchant. J'espère quand même que du coup le prochain tome sera centré sur de la communication entre deux, parce que là ça fait trop de la peine de voir un peu ce fossé se créer entre eux. Le tome 3 de Couteau et Piment Vert que j'attendais avec impatience. Je suis franchement super fan de cette série. D'ailleurs, je rectifie, merci à la personne qui m'a dit dans les commentaires, je pensais que c'était une série terminée en 12 tomes, mais non, en fait, c'est 12 tomes en cours. Je pense que j'ai confondu avec Blue Flower and Ceramic Forest, etc. Enfin, il y a pas mal de séries que j'ai commencé qui sont terminées en 10 ou 12 tomes, et du coup, dans mon cerveau, ça a dû s'en mêler, donc c'est une série toujours en cours. En tout cas, ce tome 3 était vraiment excellent. On voit un peu plus le problème pour Ichika du fait d'être une femme chef, parce que du coup on se heurte vraiment à la réalité des choses. Dans ce tome-là, on se heurte réellement au fait que ça pose problème à pas mal de gens qu'elle soit une femme. Mais heureusement, il y a quand même Amane qui est là pour faire plein de plans stratégiques pour que les gens découvrent la cuisine de Ichika et que finalement ça fonctionne quand même bien. Donc franchement, ça fait du bien parce qu'ils se soutiennent vraiment l'un l'autre dans leur projet, même s'il y a une distance entre eux, parce que c'est quand même leur relation un peu bizarre. Mais mine de rien, au fur et à mesure de ce tome, ils s'apprivoisent un peu l'un l'autre, ça fait du bien. J'ai une petite question sur le fait que, est-ce que Amane, il serait intéressé par Ichika de manière romantique? Parce qu'il y a eu des scènes un peu bizarres à la fin. Et moi, au début, je pensais vraiment que sa réaction, c'était en mode « Ah mon Dieu, au secours, je ne veux pas d'une vieille ». Et après quelques chapitres plus loin, j'étais en mode « Ah non, en fait, il était gêné ». Enfin, je sais pas trop, du coup, je suis pas sûre qu'il y ait une réelle attirance entre les deux qui est en train de se construire ou pas. J'avoue, je sais pas. Sur ce point-là, ça reste flou à voir dans les prochains tomes. Et puis, en plus, il y a eu un développement scénaristique dont je m'attendais absolument pas, parce qu'il y a un enfant qui pop comme ça d'un coup. Mais du coup, ça apporte beaucoup de mignonnerie et un peu de fraîcheur, parce que ça permet aussi de souligner la jeunesse d'Amane qui a seulement 18 ou 19 ans, je crois, alors que Ichika, elle en a quand même 30. Et on voit tout de suite la différence de traitement, etc. Mais je pense que ça a quand même bien fonctionné entre eux. En tout cas, j'étais agréablement surprise tout au long de ma lecture. À chaque fois que je me lance dans Couteau et Piment Vert, je vois pas le temps passer. C'est vraiment génial comme série, donc je vous la conseille à 200%. En nouveauté, on va être sur Remède Impérial, qui est un petit tranche de vie qui, on pourrait croire, ressemble au Carnet de l'apothicaire, mais en fait, pas du tout. L'histoire est totalement différente, même si, du point de vue du contexte, effectivement, on est un peu similaire, parce qu'on se retrouve avec un empereur, on se retrouve avec un palais de courtisanes, etc., même si au final, on les voit pas pour l'instant. On va suivre l'héritier de l'empereur, qui est censé reprendre le titre une fois que l'empereur sera décédé, mais que apparemment les gens veulent pas trop que ça arrive parce qu'il se retrouve avec des assassins au cul. Il se réfugie chez un médecin parce qu'un de ses compagnons est blessé, et Koyo, la jeune fille, va arriver et va recoudre le monsieur, alors que c'est pas du tout dans les mœurs en fait de recoudre quelqu'un, c'est de la médecine, et eux ils ont plutôt l'habitude un peu de faire appel à des chamans ou ce genre de choses, de prier pour que ça se recouse ou que la personne en tout cas survive. Et donc là, il se retrouve confronté à des méthodes qu'il n'a jamais vues et ça l'intéresse énormément. Du coup, il va faire en sorte qu'elle vienne à la capitale avec lui parce qu'il aimerait un peu instaurer, je pense, un environnement plus sain, en fait, des méthodes plus efficaces que ce qui se fait actuellement. Donc on a encore plein de choses à développer dans ce titre, je pense, donc ça m'intrigue et j'ai envie de savoir la suite. Après, ça m'a un peu saoulé le quiproquo sur Koyo, sur le fait qu'elle soit médecin ou non. Si vous voyez de quoi je parle. Mais à part ça, l'univers est très charmant, les personnages sont plutôt charmants également. Maintenant, faut voir ce que donne la suite. J'ai beaucoup aimé la réaction du frère. Le frère, il a l'air totalement naïf et innocent. Ça fait du bien un peu de voir ça dans ce style de contexte où généralement les frères se détestent et veulent juste s'étriper. Mais du coup, voilà, on a les techniques médicales qui sont détaillées et on a un très joli dessin. Et honnêtement, les chèvres, elles font bien rire aussi, hein, vous savez de quoi je parle si vous avez lu le tome. On continue avec le tome 2 de The Unexpected Goddess, avec cette fille du peuple qui est appelée à devenir une des providences, donc une des 4 personnes les plus importantes un peu de ce monde, alors qu'elle est considérée comme étant une ethnie un peu inférieure.
Donc forcément ça crée des tensions, surtout que cette année, va savoir pourquoi, il y a 5 providences et pas 4, donc il y a tout le monde qui dit qu'elle est une imposteur. Mais au-delà de ça, elle est bien épaulée par ces 2 chevaliers, même s'il y en a un, il est un peu chez Lily, on sait pas trop ce qu'il veut. Mais en tout cas, je surkiffe ce titre. Franchement, je comprends pas pourquoi il a été arrêté en 3 tomes. Il y avait clairement moyen de développer peut-être en 6 tomes. Parce que 3, c'est vraiment court. J'ai du mal à me dire que le prochain tome sera vraiment le dernier. Moi, en tout cas, je suis grave conquise par l'univers. J'adore notre personnage. Yulit est vraiment très très forte. Et ça se voit, elle veut pas se laisser faire. C'est vrai que souvent, on a tendance à se retrouver avec ce style de personnage un peu rejeté, qui préfère ne rien dire et faire en sorte que ça coule sur elle. Mais elle, il n'y a pas de souci. S'il y a quelqu'un qui lui rentre dans l'art, et ben, elle va lui rentrer dans l'art aussi, de manière très respectueuse. En plus, elle dépasse jamais les bornes. Donc je trouve que c'est fait de manière très intelligente. Et du coup, dans ce tome, on a l'introduction des autres providences. Donc c'est assez dynamique parce que il y a tout de suite des nouveaux personnages qui sont introduits, etc. Donc c'est intéressant. Et au-delà de ça, en plus, on a les 2 chevaliers dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Bah, comme j'ai dit, il y en a un qui est un peu fourbe, mais l'autre, le brun, il est super doux. Du coup, ça fait un bon équilibre en termes de dynamique entre les personnages également. Et puis on a un peu une intrigue en mode, on sent qu'il y a du complot qui... Voilà, il y a du complot qui est en train d'être fait, il y a des gens qui s'attaquent un peu aux gens, mais il y a des personnes qui s'attaquent à Yulit, même si on n'est pas trop sûr que c'était elle qui était visée. Franchement, j'ai un gros doute là-dessus. Donc j'ai hâte qu'il y ait d'explications dans le prochain tome, qui sera du coup le dernier. Bref, vous aurez compris, c'est une petite série que jusqu'ici je surkiffe. Je vais sûrement être déçue de la fin parce qu'il y avait clairement matière à faire plus, donc j'ai peur que la fin soit rushée. Mais pour l'instant, ces 2 tomes m'ont conquise. On va parler du tome 6 de Kami-sama School. Si vous avez vu mes vidéos précédentes, je vous ai dit que c'était carrément les montagnes russes, cette lecture, et effectivement ça se confirme avec ce tome 6 parce que j'ai beaucoup aimé ce tome 6, alors que le 5e m'avait un peu refroidi, donc j'arrive vraiment pas à me décider sur cette série, mais pour l'instant je serais d'avis de la continuer. Pour rappel, on suit une jeune fille, Nagi, qui est dans un monde où en fait pour devenir une déité, il faut passer un diplôme, et elle jusqu'à présent on pensait qu'elle n'avait pas de pouvoir, et en fait on se rend compte que finalement si. Du coup elle s'inscrit à cette école, sauf que la plupart ils sont là depuis le collège, et elle débarque au lycée, donc elle doit apprendre tout de zéro, et on ne sait pas exactement quel est son pouvoir. Au-delà de ça, on apprend qu'elle a son frère qui, lui, a des pouvoirs très puissants, mais est un peu dans une situation spéciale, on va dire. Je ne vais pas trop vous en dévoiler pour pas spoiler encore une fois, mais sinon dans ce tome 6, qu'est-ce que j'ai aimé? Déjà, on apprend enfin les pouvoirs de Nagi, donc ça c'est super intéressant. On a une tentative de kidnapping, donc ça pareil, je l'ai pas vu venir. Et au-delà de ça, on a toujours la bande d'amis qui est très soudée, qui est très mignonne, je trouve, à suivre. Ils sont vraiment agréables, c'est un bon groupe d'amis, ils sont nombreux. C'est vrai que souvent les groupes d'amis, ça se limite à 3-4. Là, ils sont quand même 6-7, hein, genre bon petit groupe bien costaud, alors certes avec des personnages plus ou moins secondaires, mais je trouve ça plus réaliste entre guillemets, parce que c'est vrai que souvent on a quand même tendance au lycée à avoir des groupes d'amis un peu plus conséquents, on va dire. Et puis à la fin on a une trahison, voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, c'est très mouvementé ce tome là, donc je pense que c'est ça qui fait que je l'ai grave kiffé, parce qu'on apprend des informations et il se passe plein de choses. Donc c'est un très bon tome 6, je vais continuer cette série malgré les montagnes russes qui me fait ressentir. C'est vraiment dommage en fait que ce soit pas constant en termes de tomes, que tous les tomes soient bons, parce que c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que cette série en a carrément sous le pied, je pense. On continue avec le tome 2 de All Guy Mixer, donc vous l'aurez remarqué, on est en train de repasser un peu sur du tranche de vie, mais un peu plus humoristique du coup maintenant. Donc ça c'est chez Soleil Manga, et franchement c'est une série que j'apprécie toujours autant, c'est très frais, c'est très mignon, c'est très doux, donc c'est le genre de lecture quand tu veux déconnecter qui est absolument parfaite. Au-delà de ça, on a quand même un peu de développement et d'avancement. Alors pour rappel, du coup on est sur 3 garçons qui vont à un date avec 3 filles, sauf que les 3 filles travaillent pour un bar de travestis, et du coup elles sont très souvent habillées en garçons. Du coup c'est assez rigolo en fait les interactions, parce que les mecs ils savent que c'est des filles, mais malgré tout le fait que ce soit des mecs, ils sont en mode putain mais cette nana en mec elle est beaucoup plus classe que moi, et du coup il y a un peu cette relation bizarre qui s'installe, mais qui est à la fois très humoristique et qui mine de rien ne freine pas non plus la relation tant que ça. Et du coup on a déjà entre guillemets un couple qui se développe un peu plus que les autres, du coup je trouve ça assez rigolo à suivre, donc j'espère que ça va être assez rapide en termes de rythme, même si je sais que c'est une série qui n'a pas de fil rouge, donc c'est vrai que c'est quand même un point noir. Moi j'ai du mal quand il n'y a pas de fil rouge, mais c'est un peu comme La Voix du Tablier, il n'y a pas de fil rouge et ça commence à me déranger, mais ça a mis quand même 12 tomes à me déranger, donc là on est qu'au tome 2, je pense que je vais continuer l'aventure encore un petit moment avant de me lasser de ces 6 personnages.
On continue avec le tome 8 de Bofuri, je ne suis pas venue ici pour souffrir, que j'ai enfin pris, parce que ça fait un petit moment qu'il est sorti et j'ai pas réussi à le trouver en occasion, donc j'ai fini par l'acheter en neuf parce que j'avais vraiment envie de lire la suite. Je trouve que c'est la meilleure série en termes de jeux vidéo chill en fait, parce qu'il y a vraiment cette ambiance. On a quand même le côté stratégique d'un jeu vidéo, mais on est dans une ambiance si chill, si bienveillante, si cool et relax, ça fait vraiment un moment lecture de pur plaisir. Voilà, c'est vraiment, tu poses ton cerveau encore une fois et tu prends du plaisir à redécouvrir tous ces personnages, à voir ce qu'ils font dans leurs jeux vidéo. Chacun va qu'à ses occupations, chacun a ses préférences, ça se ressent et c'est normal et tout le monde le vit bien, donc c'est vraiment super cool. Je sais pas, cette ambiance est vraiment géniale. En fait, je trouve que c'est un moment qui apaise ton petit cœur, tu vois, c'est vraiment, t'es là, tu fais « Ah, c'est mignon, c'est beau », tu contemples, tu les soutiens, et puis juste tu te laisses bercer par leurs aventures. En plus, c'est un tome où on voit tous les personnages de la guilde, et du coup, c'est vraiment super agréable de voir le développement vraiment de tous. Il y en a pas un qui est mis plus en avant que l'autre, enfin, un petit peu, mais en vrai, tu les vois quand même tous, et je trouve ça super agréable. Bref, vous l'aurez compris, Bofuri, c'est génial si vous cherchez une lecture pas prise de tête, avec des moments mignons. En tout cas, dans ce tome, il débloque un nouveau niveau et du coup, il y a plein de petites quêtes secondaires qui se lancent à droite à gauche et on voit chaque personnage un peu qu'est-ce qui leur arrive, sur quoi ils tombent et qu'est-ce que ça a comme impact pour eux. Donc voilà, très frais, très mignon, j'adore. Ensuite, j'ai lu le tome 9 de Otome Game, donc on reste dans un truc très léger, très frais, très mignon, où pareil, il n'y a pas non plus énormément de développement. Pour rappel, je pense que vous l'aurez deviné au titre de toute manière, Otome Game, on suit une jeune fille qui se rappelle de sa vie d'avant. Elle est réincarnée dans une méchante qui est censée mourir à chaque fin, mais du coup elle va faire en sorte d'être super sympa avec tout le monde et juste qu'elle survive. Mais au-delà de ça, il y a des vraies relations qui se créent, c'est très feel good. Il y a beaucoup de facilité scénaristique, donc faut pas s'attendre à quelque chose qui est très réfléchi, très creusé, mais mine de rien, ça reste super agréable. Pareil, c'est encore une fois une lecture où tu poses ton cerveau. Moi, j'aime bien ce style de lecture, même si j'aime bien les trucs un peu plus sombres. J'ai tendance à préférer les trucs très légers comme Otome Game. En tout cas, on est sur un tome de transition où tous nos protagonistes ont enfin terminé l'école et du coup, elle va commencer, Katharina, notre protagoniste, va commencer à travailler au ministère de la magie avec également un ou deux autres personnages un peu centraux de l'histoire, mais elle va également rencontrer de nouveaux protagonistes, donc c'est un tome qui est très très calme et qui pose les bases pour la suite. Mais en tout cas, ça fait plaisir de les retrouver parce que le tome 8 est sorti il y a extrêmement longtemps. Et au-delà de ça, on a quand même des personnages qui osent enfin assumer leurs sentiments. Je pense notamment à Kiss et au prince Gordo. Et du coup, ça fait simplement plaisir, quoi. Après, il y a juste le problème, c'est que Katharina, elle est totalement paumée, donc t'as envie de la secouer et de lui dire « Mais tu es aveugle ou c'est comment ?» Mais à part ça, ça reste, comme je vous ai dit, très léger et très cool. Et on termine la catégorie tranche de vie avec le tome 13 de Spy Family qui est absolument génial. Alors c'est vrai que c'est également de l'action et de l'humour, mais c'est vrai que je trouve quand même on suit le quotidien de la famille Forger dans son ensemble. Du coup j'ai l'impression qu'il y a plus une vibe quand même tranche de vie qui s'en dégage qu'autre chose. Comme vous l'avez vu, j'ai la version collector qui est vraiment trop magnifique, cette couverture est magnifique. Et au-delà de ça, j'ai adoré ce tome 13, ça faisait trop plaisir de retrouver Anya, surtout parce que c'est celle qu'on voit le plus. Mais également toute la famille Forger dans son ensemble. On a bien évidemment toujours autant d'humour dans ce titre, mais j'ai bien aimé parce qu'on a quand même eu un Twilight un peu en difficulté à la fin du tome précédent et qui continue un petit peu au début, même si la situation se règle, vous vous en doutez. On a l'introduction de deux nouveaux personnages, dont le petit papy qui, je trouve, apporte beaucoup de choses à Anya, ça a l'air trop mignon, on a l'impression que la famille s'agrandit un peu, et je trouve ça assez mignon et touchant. Au-delà de ça, les scènes avec Damien m'ont fait mourir de rire, franchement j'aime trop le duo Anya-Damien, c'est vraiment trop sympa à suivre là, le moment où ils courent tous les deux parce que il veut juste la remercier mais il veut pas que les autres le voient, du coup ils sont en panique totale. Enfin, franchement moi c'est vraiment le style de gars qui marche beaucoup sur moi. Et mine de rien un peu de profondeur quand même dans ce tome avec le discours notamment de Yor quand il y a une après-midi qui est organisée en commémoration des gens morts lors de la guerre. Et j'ai vachement aimé en fait ce contraste entre les femmes un peu plus âgées qui ont vécu la guerre et les jeunes filles et les jeunes femmes qui, elles, ont vécu la guerre en tant qu'enfants. Voilà, elles ont deux points de vue très différents et c'est vrai que
il y avait un peu ce côté dédain des femmes qui ont vécu la guerre, qui disent ouais mais vous l'avez pas connu, vous étiez enfant, nanana, qui disent ouais mais enfin vous vous rendez pas compte, on a quand même vécu ça mine de rien, même si on était enfant, ça nous a quand même impacté, faut pas l'oublier. Voilà, c'est un moment que j'ai vachement apprécié, j'ai beaucoup aimé le discours de Yor, et du coup ça lui a permis un peu de se rapprocher de ses collègues. Oula. Bref, un tome tout plein de positifs. Franchement, j'ai enchaîné cette lecture avec tellement de plaisir et j'étais tellement frustrée de me dire que maintenant il va falloir encore attendre très longtemps avant que le prochain tome sorte. On passe au top flop et on commence tout de suite avec le seul flop que j'ai à vous présenter, qui est tout simplement le tome 17 de Horimiya. Je pense que certains vont me détester de le mettre en flop, mais c'est un tome qui sert à rien. La moitié du tome, c'est un repeat de ce qui s'est passé dans le 16e. Et le seul truc qui m'a fait plaisir, en fait, c'est de voir le petit frère de Ori un peu plus grand. Mais ça dure 3 pages, donc au final, ce bonheur a été de très courte durée. Donc bon, est-ce que j'ai besoin d'aller plus loin que le fait que juste il est inutile et qu'en plus c'est un repeat de certains chapitres du tome 16? Voilà, non. À tel point que c'est à deux doigts de me dégoûter un peu de la série. Je pense que je vais carrément la vendre et m'en séparer parce que je ne pense pas que je me retournerai un jour vers Horimiya. Tout le début est très sympa et très mignon, mais ça commence vite à tourner en rond et je suis juste frustrée en fait de la longueur de cette série qui ne sert à rien. Enfin, à partir du moment où il y avait plus d'avancement, je me suis totalement désintéressée et du coup je pense que j'arriverai pas à la relire juste parce que je peux pas. En fait, je peux pas. Et si je veux avoir une dose de Ori et Miya, et ben je me tournerai vers l'animé. En tout cas, je vois pas l'intérêt de le garder en format manga. On passe à la meilleure nouveauté avec Comme une famille de chez Shiba Édition, et ça c'est un énorme coup de cœur. C'est vraiment une série que j'ai surkiffé. Je suis trop triste parce qu'actuellement il n'y a que 4 tomes, que je veux absolument la suite. C'est tellement touchant et beau. Donc le premier tome est sorti au début de l'année 2024 et du coup tout au long de l'année ils nous ont sorti des tomes à intervalles réguliers. Pour la petite histoire, on suit cette jeune femme qui est en couple et un jour son copain va aller à l'enterrement d'un cousin à lui. Sauf qu'en fait, son cousin avait 2 enfants, voilà, un adolescent et un petit garçon. Et personne ne veut les récupérer, en fait. Tout le monde est un peu en mode, ouais, non, mais moi je peux pas les avoir parce que j'ai déjà trop d'enfants. Ah non, mais moi je peux pas les avoir parce que mon mari, il a des problèmes de santé. Enfin, en soi, tout s'entend, mais du coup, ça commence à aller vers une décision où les deux vont être placés dans 2 familles différentes. Et le cousin, il intervient, il fait bon, arrêtez vos conneries, on va pas les séparer, c'est n'importe quoi. Puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais les récupérer. Sauf que lui, apparemment, il a un petit appartement et du coup, il va demander à sa chérie un peu de prendre en charge en fait ses enfants. Voilà, il va rentrer de l'enterrement, il va dire coucou chérie, bonjour, nous venons d'adopter 2 enfants. Sachant que elle, du coup, en plus, elle ne les avait jamais vus de sa vie. Et même leur oncle, hein, ils les ont très très peu vus parce que c'était plutôt un oncle éloigné. Et voilà, en fait, l'histoire, c'est juste, on va suivre l'adaptation de cet adolescent de 14 ans et de ce petit garçon de 5 ans qui débarquent dans un environnement qu'ils n'ont pas du tout connu. Ils ont en plus le deuil de leurs parents à faire. Et on suit aussi, du coup, 2 trentenaires qui n'ont jamais envisagé ni de se marier, ni d'avoir des enfants, qui se retrouvent avec la charge de 2 enfants qu'ils ne connaissent pas. Et ça va être vraiment toute l'adaptation en fait de toute la famille qu'on va suivre. C'est un manga qui est très bien rythmé, franchement je me suis pas du tout ennuyée à la lecture, j'ai enchaîné les 2 tomes à une vitesse folle. C'est un manga qui dégage plein d'émotions, c'est très touchant, c'est très mignon, on est vraiment à fond impliqué dans toute la famille en fait, et on soutient tous les personnages sans aucune distinction. La personnalité de Kina aussi, je l'aime énormément parce qu'elle sort pas mal des codes japonais qu'on peut avoir. C'est une femme qui dit les choses honnêtement, elle a même tendance un peu à se négliger elle-même, mais c'est pas grave parce qu'elle fait des efforts pour que les garçons se sentent bien. Au-delà de ça, on a aussi son copain qui s'implique, qui de base était assez passif, on le comprend, qui finalement essaye de s'impliquer le plus possible pour soutenir Kina parce qu'elle fait un super taf dans son nouveau rôle. Et on ne suit pas que la famille, on suit aussi pas mal l'environnement scolaire des 2 enfants, que ce soit du coup le collège pour le grand ou la maternelle pour le petit. On a aussi un petit côté entraide entre les mamans et on voit un peu comment les enfants, les différents problèmes qu'ils peuvent avoir avec leur famille. Bref, vous l'aurez compris, j'ai été
conquise de fou malade. Si vous cherchez un manga d'émotion, faut vraiment vous tourner vers Comme une famille, c'est super bien fait. Et j'ai dévoré les 4 tomes, alors j'ai lu que les tomes 1 et 2 au mois d'octobre, mais vous verrez le tome 3 et 4 au mois de novembre. Et j'aurai à peu près le même discours pour la suite. Alors, d'habitude, je dis la meilleure découverte que j'ai fait, mais on va dire que cette fois, c'est la meilleure redécouverte, parce que j'avais lu du tome 1 à 13 de Blue Exorcist, et là, je me suis lu du tome 1 à 29, donc je me suis fait l'intégralité de la série au mois d'octobre, même si j'ai triché un peu, parce que j'ai terminé techniquement le tome 29 au 1er novembre. Blue Exorcist a énormément de points positifs. Déjà, j'aime énormément le fait que c'est un manga qui est extrêmement rythmé. En arc, ça dure à peu près 5 tomes, donc c'est rapide, ça va vite, il y a un développement, on s'attache de fou à tous les personnages. On a un groupe d'amis très soudés, il se passe plein de choses, c'est vraiment génial. Donc pour rappel, on suit un jeune garçon et son jumeau qui apparemment seraient les enfants de Satan, sauf qu'ils ont été élevés par des exorcistes. Et lui, quand il va comprendre qu'il est le fils de Satan et qu'il possède des flammes, il va un peu péter un câble. Son père va se faire tuer par Satan, enfin son père adoptif va se faire tuer par son père biologique, on va dire. Et au-delà de ça, il va rejoindre du coup l'école des exorcistes. Il va y découvrir que son frère jumeau est professeur là-bas, ce qui ne s'attendait pas du tout. Et on va juste suivre en fait un peu toutes leurs histoires à tous les deux, même si Rin, le fils qui a hérité des pouvoirs de Satan, reste le perso principal. On suit aussi beaucoup Yukio et tous ces dilemmes moraux, allons-nous dire. En tout cas, notre protagoniste, je trouve, est vraiment feel good. Il est là vraiment que dans du positif, il fait vraiment évoluer les choses, il a une manière de voir le monde aussi qui est très touchante, je trouve, qui est très simpliste, entre guillemets, mais qui, du coup, fait de lui quelqu'un de mignon, entre guillemets, et en plus il prend pas tant de place que ça. Enfin, je trouve que tous les personnages ont vraiment leur moment glow up. Erin est là pour lier le tout, mais il prend pas non plus trop de place. On a des magnifiques combats, on a des flashbacks qui sont absolument incroyables parce qu'il s'est passé des dingueries dans le passé ou dans l'enfance des personnages, et à chaque fois qu'il y a des flashbacks, on apprend plein de choses et on en prend plein les yeux. Bref, vous l'aurez compris, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Blue Exorcist et toute sa série. C'est juste dommage que les gens n'en parlent plus trop parce que le rythme de parution est très lent, parce que l'autrice a des problèmes de santé. En tout cas, tous les arcs se dévorent et je suis beaucoup trop fan de la fin de cette série, parce que Blue Exorcist, c'est le développement qui se fait dans le dernier arc est absolument incroyable. Il y a des personnages qui prennent vraiment beaucoup en importance, il y a des gros revirements de situation, il y a des changements de mentalité, enfin on évolue en fait, vraiment on évolue avec les personnages tout au long de la lecture et c'est beaucoup trop agréable. En meilleure suite, je suis obligée de mettre Dandadan avec son tome 14 qui est absolument excellent. On a florilège de pages doubles qui sont absolument incroyables tout au long de la lecture. Et comme d'habitude, on en prend plein les yeux. C'est vraiment des combats qui sont absolument trop stylés dans ce tome. C'est, même si, encore une fois, je les trouve un petit poil pas lisibles, mais en vrai plus lisibles que le tome 13. J'ai vachement préféré ce tome 14 au tome 13. En tout cas, on est sur une fin d'arc qui est absolument beaucoup trop stylée. Okarun, il a un flow de malade. Franchement, j'ai trop kiffé les scènes avec lui. Et puis c'est un tome qui fait beaucoup trop de bien au moral, franchement c'est un petit bonbon qui se déguste. En plus là on recommence à avoir des scènes un peu tranches de vie après toute la grosse baston qu'on a eue dans cet arc et ça fait du bien. Et au-delà de ça, en plus il y a un petit développement entre nos personnages, entre Okarun et Momo, c'est absolument trop mignon. Parce que Momo du coup, elle exprime un peu ce qu'elle ressent dans ce tome-là et c'est juste absolument trop touchant, la réaction qu'ils ont tous les deux. Franchement je les soutiens à fond, c'est tellement bien en fait qu'il y ait ce mélange action, romance, comédie, il y a tranche de vie, il y a vraiment tout ce qu'il faut, tout est mélangé et super bien dosé et ça fait le meilleur cocktail manga qu'on pouvait espérer. Et pour finir, en meilleure fin de série, j'ai mis Tengu Hunter Brother et son tome 7. De toute manière, j'ai pas terminé beaucoup de séries. J'avais terminé Bienvenue au Club que j'ai adoré, mais comme je vous ai dit, les derniers tomes m'ont déçu, donc je ne me voyais pas le mettre en meilleure fin. Donc c'est pour ça que j'ai mis Tengu Hunter Brother. Pour rappel, du coup, on suit une fratrie de 3. Il y a le grand frère qui s'est, entre guillemets, sacrifié pour ses petits frères, qui est devenu une sorte d'exorciste de monstres qui, pour le coup, sont du coup des Tengu, qui vivent dans la montagne. Sauf qu'il va lui arriver des bricoles et les frères vont se retrouver impliqués dans ce monde-là également.
En tout cas, c'est un manga d'action shonen qui est très classique, mais qui fait très bien son boulot, c'est très bien exécuté. Et on a une très belle fin qui certes pouvait être attendue, mais moi ça m'a pas dérangé encore une fois. Si la fin est bien exécutée, même si elle est attendue, ça reste agréable. Comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, classique mais efficace, donc ça marche très bien avec moi. On a eu des très beaux combats de fin et au-delà de ça, surtout, on a eu des très belles scènes d'émotion avec nos personnages. Alors en 7 tomes, ça manque peut-être un tout petit poil de développement, mais en soi, c'est pas un sentiment que j'ai ressenti de fou au cours de ma lecture. En tout cas, le dessin était vraiment magnifique. Comme j'ai dit, c'était très bien exécuté. On a le passé de l'antagoniste qui est dévoilé, et mine de rien, on va dire que l'antagoniste principal n'est pas celui forcément auquel on s'attend. Et au-delà de ça, comme je dis, il y a eu des très belles scènes d'émotion, notamment avec Mademoiselle Kamakiri. Donc, il mérite totalement sa place de meilleure fin de série de cette vidéo. Eh bien, je vous ai enfin présenté toutes mes lectures du mois d'octobre. Encore une fois, il y en avait énormément, c'est pour ça que j'ai dû diviser la vidéo en deux. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle lecture vous tenterait ou quelle lecture vous avez faite lors du mois d'octobre ou même de novembre, vu que je vais sûrement la poster à la fin du mois. En tout cas, on se retrouve vite pour une prochaine. Tchuss!